banalisation du mal. Bonjour à tous. La banalisation du mal. Si je parle de banalisation du mal et non de banalité, c'est parce qu'à présent, c'est nous qui banalisons le mal et qui en faisons une norme. Par la pression sociale, bien entendu, et par les valeurs qu'elle nous présente comme étant naturelles. À savoir, la recherche de l'intérêt individuel, la religion de l'argent, le matérialisme. Nous ne pouvons pas nous plaindre par exemple, de harcèlement au travail, ou de violence institutionnelle, sans qu'on nous réponde que tout le monde en est là, que tout le monde reçoit, et subit ce mal. Donc, que c'est banal d'être maltraité, puisqu'on en est tous là. Cette banalisation du mal nous conduit à trouver tout normal et nous empêche de nous révolter. On en vient même à douter, serais-je trop sensible? Ou trop exigeant? À demander mieux et à me plaindre. On nous rétorque, pour finir, le fameux « de toute façon, on n'a pas le choix ». On n'est pas chez les bisounours. Cette expression mériterait qu'on y revienne. Pire, on est bien souvent obligé, pour survivre, de rendre le mal, voire d'agresser au lieu de simplement se défendre. C'est ainsi que le mal est normalisé, il fait partie de ce monde que les cyniques décrivent comme la jungle en répétant. Effectivement, j'avais oublié. On n'est pas chez les bisounours ici. Faut arrêter de croire que la vie, c'est le paradis. N'est-ce pas? Je vous propose de vous arrêter quelques instants sur le concept de banalité du mal, instauré par la philosophe Hannah Arendt au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On pourra ainsi comparer cette banalité avec la banalisation actuelle du mal et de la souffrance, de la dureté des relations. La banalité du mal. Après la dernière guerre, la philosophe Hannah Arendt a cherché à comprendre d'où venait la violence et le mal en général, suite au totalitarisme instauré par les nazis. Il reste de cette étude très documenté le concept de la banalité du mal. Qu'est-ce que ce concept de la banalité du mal? En enquêtant pour un journal sur le procès d'Eichmann, la philosophe et politologue a cherché à comprendre les motivations d'Eichmann, qui a joué un rôle important dans la mise à mort de milliers de personnes. Elle s'est rendue compte que cet homme n'avait rien de diabolique. C'était un homme ordinaire qui ne faisait, selon lui, qu'accomplir son travail en obéissant aux ordres de sa hiérarchie. Sa motivation était donc de faire consciencieusement ce qu'il appelait « son travail » en obéissant aux ordres. C'est ce qui a conduit Hannah Arendt à interpréter le comportement de cet homme comme une soumission qu'elle qualifia de « banale ». C'est-à-dire commune à tous ceux qui doivent exécuter des ordres ou des directives, et qui n'ont pas de responsabilité sur le plan hiérarchique. L'expression de banalité du mal veut exprimer l'idée qu'on peut faire le mal sans avoir un esprit diabolique ou souhaiter se venger. On peut faire le mal de manière fortuite, en décidant de ne pas se sentir responsable de ce qui se passe réellement, en se coupant de ses émotions et sentiments, et en considérant ce que l'on fait, y compris des actes abjects et particulièrement cruels, monstrueux, comme une tâche à accomplir, un travail pour lequel on est rémunéré. Voilà donc là, résumé, comment Hannah Arendt a expliqué qu'on puisse accomplir le mal, sans pour autant être diabolique, ni se réjouir de la souffrance des autres. On peut donc accomplir le mal par indifférence,
par habitude dans un contexte où le mal et la souffrance sont banalisés, et trouver des raisons rationnelles pour supporter cette situation. On peut aussi accomplir le mal en fermant les yeux, en décidant que ce qui se passe ne nous regarde pas. Enfin, on peut l'accomplir aussi lorsque le mal n'est autre qu'un travail pour lequel on est payé, et qui nous permet donc de vivre. Faire le mal pour gagner sa vie. Voilà un singulier paradoxe. Cela voudrait dire que pour que certains vivent, d'autres sont sacrifiés. Intellectuellement et moralement, il suffit de soutenir cette idée insupportable en affirmant qu'il s'agit d'une loi de la nature. Comprenez bien que je cherche à comprendre par quels mécanismes intellectuels et moraux, n'importe qui peut en venir à supporter de faire le mal pour gagner sa vie. C'est dans le but de comprendre les mécanismes de manipulation de masse que j'entreprends cette étude. Je me base sur les travaux d'Hannah Arendt, et les prolonge par les idéologies à l'œuvre derrière le totalitarisme. Quelles sont ces idées qui légitiment le crime? L'analogie avec le règne animal par exemple, où certains prédateurs se nourrissent de proies. 2. On peut aussi prôner une des impostures intellectuelles les plus connues, le darwinisme social. C'est-à-dire le fait que dans le monde social, les plus pauvres s'éliminent d'eux-mêmes. Comme si la théorie de l'évolution pouvait s'appliquer à une technique créée par l'homme, c'est-à-dire l'économie. 3. Enfin, on peut aussi affirmer, et c'est ce qu'a fait l'idéologie nazie, que ces hommes n'étaient pas des humains, mais des choses, ou pire, les comparer à des parasites, à des indésirables. Le message des Guedestones. Ce dernier point fait réfléchir quand on songe au message inscrit sur les Guedestones dans les années 80, signé d'une organisation anonyme, qui annonce l'avènement d'un nouvel ordre mondial, et qui comparait les humains à des parasites. Ces inscriptions disent « Ne soyez pas un cancer sur la Terre » et demandent à ce que la population mondiale soit réduite à un tiers de ce qu'elle représente actuellement. Cette idée du « on est trop nombreux sur Terre » a été largement galvaudée, comme si c'était une évidence. Mais c'est toujours l'autre qui doit disparaître, c'est-à-dire, le différent de soi. Dans cette idéologie, seules les élites, ou les dominants auraient le droit de vivre, de rester. Qu'est-ce que c'est que cette idée que les humains, déjà, seraient un cancer sur la Terre, c'est-à-dire une maladie? Alors que l'humain est, bien au contraire, la quintessence de ce qui existe, avec l'intelligence et la conscience, la capacité de penser et la responsabilité de choisir, ce qu'on appelle le libre arbitre, avec tout ce qu'il invente, comme le langage, pour communiquer, la science, les techniques, l'art. Comment traiter un humain de parasite, sans méconnaître sa nature profonde, sans nier qu'il est capable du meilleur? Bref, cette idée de réduction de la population, afin de rester entre soi, entre élites, et créer un monde uniquement pour soi, tout en réduisant les autres humains à l'esclavage, en ayant droit de vie ou de mort sur eux, en les considérant comme des non-humains, n'est pas nouvelle. C'est donc celle que prônent toutes les idéologies fascinées par un désir de grandeur, d'égaler la nature et la divinité, pour asseoir un pouvoir sur la terre, sur les hommes et sur la nature. Un rapport à l'autre déshumanisé. Du fait de la rareté de l'emploi, les relations professionnelles sont devenues tendues et les rapports humains deviennent plus durs. Selon la théorie utilitariste, qui présente l'intérêt bien conduit de chacun, comme l'essence du rapport à l'autre, il est de la nature humaine de tendre vers l'individualisme.
Il faut savoir que si beaucoup de courants intellectuels ont contribué à faire émerger cet esprit individualiste, c'est surtout la suppression de l'altruisme qui a détourné le rapport à l'autre. L'altruisme, c'est avoir le souci de l'autre. C'est désirer un rapport gagnant-gagnant si vous voulez, dans toute relation. C'est avoir une disposition bienveillante à l'autre, c'est-à-dire ne pas être systématiquement dans la méfiance ou la défiance, mais dans la confiance. Cela n'exclut pas la prudence. Mais cela veut dire que l'on ne considère pas l'autre comme un ennemi ou un rival, mais comme un partenaire potentiel. C'est Ayn Rand, une romancière d'après-guerre, qui a théorisé le fait qu'il soit naturel à l'homme de chercher son propre intérêt, mais surtout de rejeter l'altruisme. Selon sa théorie, c'est ainsi que, naturellement, les rapports entre les êtres humains pourront se réguler. C'est ce qu'elle appelle, et le nom de sa théorie est déjà, en lui-même trompeur, car il ne correspond pas du tout à son contenu, l'objectivisme. Le naturel humain, c'est donc, selon elle, l'indifférence au sort d'autrui. Si l'on suit son idée, le naturel est donc un rapport à l'autre complètement déshumanisé. Je reviendrai sur cette imposture intellectuelle, qui a conduit à l'individualisme, et l'a considéré comme une chose naturelle, mais a surtout détruit toute idée de partage désintéressé, de solidarité, d'entraide, bref tout rapport bienveillant à l'autre. C'est un tournant qui a plongé l'humanité dans un rapport à l'autre complètement déshumanisé. L'autre, c'est-à-dire le différent de soi, est, selon cette mentalité, un non-humain au pire, et au mieux, un rival. Bref, il pompe notre air, grignote notre nourriture, occupe notre espace vital. Cela ne vous dit rien. La banalisation du mal, c'est donc aussi, banaliser l'absence de lien bienveillant à l'autre comme allant de soi, et voir l'autre comme un ennemi, une chose à écraser pour se valoriser ou simplement exister. Il y a une confusion entretenue, entre vouloir s'affirmer d'un côté, et mépriser, voire écraser l'autre. C'est comme si l'un ne pouvait garder la face, et exister, qu'en méprisant l'autre. Comme si préférer l'idée de l'un, c'était forcément rejeter l'autre. Comme s'il ne devait en rester qu'un. Un seul groupe, un seul peuple, une seule culture. Est-ce que cela ne vous dit rien? À bientôt pour une prochaine.